Nous avons parlé précédemment, dans un module, de la tyrannie, ou bien du pouvoir de droit divin, donc de ces pouvoirs dans lesquels les individus étaient censés suivre une orientation donnée d'en haut. Alors, de ce point de vue-là, les individus pouvaient évidemment toujours intérieurement garder leur liberté de penser, mais ne pas l'exprimer, parce que s'ils l'exprimaient, ils se mettaient en danger. Et si la tyrannie était suffisamment forte, eh bien, l'expression signifiait qu'ils étaient très rapidement éliminés. Donc la liberté d'expression n'existe pas, à la limite, dans une tyrannie. Et de la même manière, quand vous avez une religion officielle, vous n'avez pas la liberté d'exprimer des choses qui bafouent cette religion. Mais dans nos sociétés qui sont des sociétés pluralistes et démocratiques, donc pluraliste, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des orientations très différentes, et démocratique, vous argumentez ensemble par des raisons publiques pour arriver à des décisions d'intérêt général, la liberté d'expression apparaît comme un élément tout à fait fondamental. Mais pour que la liberté d'expression puisse avoir lieu, donc que vous ayez des idées, des réflexions, vous ayez examiné les problèmes et que vous puissiez les proposer, il faut évidemment que vous puissiez le faire sans être intimidé ou menacé. Si vous avez le sentiment que quand vous allez dire quelque chose, il vous arrivera quelque chose de mal, soit que l'État va vous réprimer, soit que des membres de la population vont vous agresser, ben vous n'allez pas le faire. Et donc, vous ne direz pas ce que vous pensez. Et le débat en perdra en vigueur, puisque un certain nombre de choses que vous auriez pu dire, vous ne les dites pas. Il faut bien savoir aussi que quand on s'exprime, au moment où on s'exprime, on n'est jamais sûr de ne pas exagérer ou de ne pas mal dire les choses. La vertu de la discussion, c'est justement ça, c'est que quelqu'un d'autre va pouvoir dire librement dans l'argumentation « j'accepte ci, j'accepte pas ça ». Il y a de l'idée dans ce que tu viens de dire, mais attends, là tu exagères, etc. Bon, ça c'est normal, ça fait partie de la discussion. Si vous avez peur en exagérant, en disant quelque chose de trop, d'être réprimé, la liberté d'expression va être très limitée. Et si elle est très limitée, la vigueur du débat démocratique va s'en ressentir. Alors on peut dire en général vis-à-vis de la liberté d'expression, ceci, c'est qu'il s'agit d'expression, il faut bien savoir ça. On disait avant liberté de parole ou liberté de la presse dans le premier amendement à la Constitution des États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'au fond, ce qu'il y avait dans le débat public, c'était soit des paroles, des gens qui s'exprimaient quelque part, ou des écrits. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. S'exprimer, exprimer quelque chose, ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être une expression symbolique, comme les manifestants aux États-Unis qui brûlaient le drapeau américain parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique des États-Unis au Vietnam, etc., etc. Ça doit être permis, ça doit être pas permis, ça c'est une discussion. Donc on parle liberté d'expression au sens général. Et il va de soi que les individus peuvent exprimer bien plus que leurs pensées critiques. Ils peuvent exprimer des sentiments, ils peuvent exprimer des tas de choses, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il n'y a pas que l'exercice de la pensée critique. Vous savez que c'est une discipline, que c'est difficile. Mais sans liberté d'expression, la pensée critique ne peut pas devenir efficace, elle ne peut pas se communiquer à autrui, mener à des débats et éventuellement à des décisions. Et donc, on se dit, c'est très important d'avoir cette liberté d'expression, mais il y a double danger. Est-ce qu'on risque que les gens n'en disent pas assez, parce qu'ils sont intimidés, c'est ce que je viens de dire précédemment, ou bien on risque, s'ils ne sont pas intimidés, qu'ils en disent trop, et que même si c'est une simple expression, ce n'est pas un comportement, vous n'attaquez pas physiquement quelqu'un d'autre, ça fasse des dégâts. On va en parler plus loin. Donc c'est très important de savoir ces deux dangers sont présents. Alors rappelez-vous l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram, ce n'était pas une expérience sur la liberté d'expression. C'était une expérience dans laquelle des individus suivaient trop aveuglément les ordres d'un savant et qui menait quand même à une violence effective. Enfin, effective, pressentie ou ressentie par l'individu, puisque celui qui hurlait ses souffrances était un comparse, heureusement. Bon, sinon l'expérience n'aurait sans doute pas pu avoir lieu.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expérience de Milgram nous a montré une dimension de conformisme. C'est-à-dire des individus qui, au fond, sont confrontés à un savant qui leur fait faire des choses qu'ils réprouvent, qu'ils font avec difficulté. Parce que ce pas des monstres, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans une propagande qui leur ferait haïr la personne qui se trouve derrière la paroi. Et donc, ils agissent par conformisme. En matière de liberté d'expression, le conformisme aussi peut être présent. Et là, ils en disent trop peu. Ils aimeraient bien dire quelque chose, peut-être que ce qu'ils ont à dire est très utile pour le débat démocratique, mais ils ne le disent pas parce qu'ils ont l'impression que la majorité ne le dit pas et qu'ils ont peur de se faire remarquer et qu'ils veulent suivre le troupeau, comme disait Nietzsche. Donc il y a deux dangers parallèles. Il y a le danger d'exagérer. Est-ce que la liberté d'expression, si on laisse tout dire, ne risque pas de faire des dégâts? Et il y a aussi surtout un danger sur lequel peut-être on insiste moins, que les gens n'en disent pas assez, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils sont conformistes. Alors c'est de ce point de vue-là qu'apparaît une notion intéressante qui a été développée en droit constitutionnel des États-Unis, c'est la notion de veto du perturbateur ou du chahuteur. Le heckler's veto aux États-Unis. Alors ça veut dire ceci, c'est très important. Ça pose une question fondamentale sur le rôle de l'État démocratique. Si un orateur veut tenir, par exemple, un discours qui déplaît à beaucoup de gens, ou à certains groupes très activistes, peut-être qu'ils ne doivent pas être très nombreux, il suffit d'être activiste, et que dès qu'il veut organiser une conférence, il y a des menaces pour la sécurité, et les gens se rassemblent autour de la salle, que va faire l'autorité politique? Elle doit faire quelque chose. Il risque effectivement de se passer des choses dangereuses, des violences. Soit elle peut dire, bon, mais pour préserver l'ordre public, je vais annuler la conférence. Et dans cette mesure-là, il n'y aura pas de désordre et pas de danger pour les gens, etc. Tout ira bien. Ou bien elle peut dire, cette conférence va être organisée et je vais mettre les forces de police qu'il faut pour protéger cet orateur, quoi qu'il dise d'ailleurs. Et pour éventuellement arrêter les perturbateurs et les sanctionner s'ils s'attaquent à quelqu'un et qu'ils exercent de la violence. Donc il y a deux possibilités. Si l'État fait la première chose, ce qu'il peut avoir tendance à faire souvent, on peut comprendre. Vous avez eu ça après les attentats contre Charlie. Un certain nombre de conférences ont été annulées. Parce que la police, les autorités de l'État considéraient, bon, il allait avoir des spectateurs, des gosses, il fallait quand même, c'était peut-être difficile de protéger, et donc on annule. Mais si vous annulez, vous donnez raison au chahuteur, c'est ça le veto du chahuteur, il met son veto, on ne dira pas ça, et il a gagné. Alors dans certaines circonstances, il faut être prudent bien entendu, et si c'est très grave, il faut évidemment annuler, même si on se dit, cette annulation, c'est la victoire du chahuteur qui ne voulait pas que ça se dise, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude générale, parce que sinon, la liberté d'expression risque d'être fondamentalement limitée. Donc, l'appareil d'État doit être à même, non seulement de ne pas réprimer lui-même la liberté d'expression, ou pas trop, il faut le faire, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques limites, mais il doit aussi protéger les individus de la violence éventuelle d'autres citoyens qui seraient fondamentalement en désaccord avec lui. Donc, il doit protéger ce qu'on appelle les expressions impopulaires. Parce que peut-être que ce seront les expressions populaires de demain. Peut-être qu'elles donnent des idées qui ne sont pas encore bien entendues, etc., etc.